c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se trouve dans la commune de Les Ilettes, au musée du verre en Argonne. Je vais vous demander, madame, déjà simplement de vous présenter et de nous donner votre fonction, s'il vous plaît. Marie-Christine Janin, secrétaire des Amis du verre d'Argonne, une association créée depuis 2009. Alors on se trouve à l'intérieur du musée et je vais vous laisser nous faire un petit peu la visite parce que ça se voit, vous êtes une passionnée, on a discuté un petit peu. Je vous laisse nous dire pourquoi le verre principalement dans Les Ilettes et à quoi ça servait tout simplement. Alors, l'histoire des verreries en Argonne, c'est ancien. On a fait une carte du temps un peu pour se repérer parce que effectivement, c'est un peu compliqué autrement. Donc là, on voit tous ces points de couleurs différentes qui correspondent à une flèche du temps. Et la flèche du temps montre aussi qu'à l'époque gallo-romaine, on avait déjà des verreries sur le pourtour du massif forestier. Ensuite, on a une grande période grise, on ne sait pas. Voilà, c'est l'époque mérovingienne, mais les moines arrivent sur place. Ensuite, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la mise en valeur par les moines de la forêt. Ils avaient des propriétés conséquentes, mais escarpées, difficiles d'accès. Et le meilleur moyen de valoriser, c'était d'installer des usines à feu à l'intérieur, dont les verreries. Et c'est au XVIe, le beau Moyen-Âge pour les verreries d'Argonne, où l'on fabrique de la très belle gobeleterie. Des objets qu'on peut appeler des objets liftés, mais aussi des verres à pied, de la vaisselle de table, qu'on retrouve sur les cours royales et des nobles, des évêques. Toutes choses qui sont sorties effectivement à dos d'homme de la forêt. Ensuite, on est sur une période où, du XVIIe au milieu du XIXe, milieu du XVIIe au milieu du XIXe, les verreries descendent dans la vallée de la Bième et se concentrent là, essentiellement. Et à ce moment-là, c'est le temps des manufactures royales où, à cause d'un monopole royal donné à une verrerie de Verdun, les verreries argonnaises sont sommées d'abandonner la fabrication des productions les plus lucratives, le verre à vitre et la vaisselle de table. Donc ils se tournent vers la bouteille, le flaconnage. Ils en faisaient déjà, mais pas à cette échelle-là. C'est aussi le moment de la mise au point de la bouteille champenoise pour le champagne qui vient d'être inventé par Dom Pérignon, qui est natif de Sainte-Ménéhould, à 9 km d'ici. Donc, on se trouve avec une réorientation complète, une augmentation de la taille des verreries et progressivement, une autre concentration à partir du milieu du 19e va se produire. C'est lié à l'industrialisation, au développement de l'industrie verrière dans d'autres régions, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, qui étaient les concurrents les plus directs, la Thiérache, donc, et avec une concurrence sur les productions de bouteilles champenoises et de cloches de jardin. Voilà. Alors justement, Marie-Christine, on a découvert un panneau, mais maintenant on va rentrer dans le concret avec de beaux exemples, et je vous l'ai dit juste avant de filmer, j'ai été impressionné. Dites-nous ce qu'on va découvrir. Alors, on va découvrir cette année et toute l'année 2022, jusqu'à mars 2023, pour faire court, une exposition consacrée aux cloches de jardin, production argonnaise. Alors, pourquoi production argonnaise? C'est parce que, à partir la première mention écrite de l'existence de ces cloches de jardin en France est dans les archives de l'octroi de la douane intérieure de la ville de Sainte-Ménéhould. C'était la porte d'entrée du royaume de France et il y avait des taxes conséquentes et on a le tarif de la douzaine de cloches. Donc c'est pas anecdotique, on les exporte déjà par douzaines vers la région parisienne. Il y a des relations anciennes avec les marchés, voilà. Donc on peut penser que c'était très fortement lié à l'industrie qui était déjà prospère. Ensuite, on a des traces tout du long là-dessus, mais c'est vrai que cette production, ce qui est original, c'est qu'elle va perdurer jusqu'en 1937, date de la fermeture de la verrerie industrielle des Ilettes. Et jusqu'à la fin, ces cloches sont produites à la main. D'accord. Donc là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est pas une machine ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, il y a peut-être, on peut découvrir ici, et vous voyez ces cloches qui sont un peu différentes les unes des autres, on peut découvrir ici des cloches qui sont les cloches les plus récentes. Probablement, les cloches du XVIIe ne sont pas parvenues jusqu'à nous parce que une cloche, ça casse. Les ennemis de la cloche de jardin,
Ça peut être effectivement la grêle, ça peut être les inondations, mais aussi des fois tout bêtement le jardinier qui avec son outil passe un peu trop près et voilà, les casse. Marie-Christine, là je démarre sur cette photo parce qu'il faut vraiment qu'on réalise, c'est un champ avec des cloches de verre, c'est impressionnant le nombre de cloches qu'il fallait. Hein. C'est tout à fait impressionnant, mais c'est la réalité d'une région parisienne qui avait besoin de se nourrir. Il fallait nourrir le ventre de Paris. Et on voit effectivement de l'autre côté alors, également. Si vous voulez, voilà, on va se déplacer tout simplement. Des cloches, ces champs de cloches qui entouraient Paris. Et on avait même des cloches dans Paris intramuros. Donc, on a dénombré des millions de cloches au début du XXe siècle en région parisienne. Alors, c'est vrai que la production était envoyée dès le départ vers la région parisienne. Mais il y a eu une évolution. Au départ, la cloche, elle a servi pour répondre à une demande de consommation de mets de distinction un peu. Et c'était bien d'avoir sur sa table des choses que les autres n'avaient pas. Et puis, ça a été l'arrivée du melon sur les tables royales. Les rois de France ont raffolé du melon. Et l'enjeu était quand même d'arriver à en produire au nord de la Loire. On sait bien l'un comme l'autre qu'il est un peu compliqué avec les gelées tardives, d'arriver à sauver des cultures qui sont délicates. Donc le melon a été à l'origine de l'expansion de la cloche et aussi ensuite ça a été l'acclimatation de plantes qui venaient des Amériques, qui venaient d'Inde, qui venaient des contrées qu'on découvrait et qu'on a donc comme ça pu faire venir aussi sur les tables de la bourgeoisie, de la noblesse et des cours. Et la clientèle, du coup, on dit la cour comme ça, mais est-ce qu'il y avait des maraîchers, des plus concrets, on va dire, des paysans qui avaient besoin aussi de ce matériel ou pas? Alors, ce n'étaient pas les rois qui... Oui, voilà. Ce n'étaient pas les rois qui, bien sûr, cultivaient le melon, ou alors de façon anecdotique, mais ce sont les maraîchers. Et la corporation des maraîchers de Paris était extrêmement développée, avait une technique de fabrication sur couche chaude déjà, qui permettait de hâter, de forcer un peu la venue des légumes. Mais l'arrivée de la cloche et des châssis vitrés a été un peu une révolution et a permis effectivement de faire évoluer considérablement les productions, tant en nombre qu'en précocité. C'est donc l'allié du jardinier, parce que la cloche, elle permet d'une part de laisser entrer la lumière se transforme en chaleur, mais la particularité du verre, c'est que la chaleur peut rester sous la cloche. La chaleur ne repart pas de la cloche. Elle chauffe le sol et la nuit, elle est restituée dans l'atmosphère de la cloche. Donc les plantes échappent ainsi aux gelées tardives et amorcent leur maturation. Ça voulait dire quoi? On commençait à cultiver très tôt, du coup, puisqu'on avait ce moyen de travail, de production? Très tôt, vraiment au tout début du printemps. Et on voit même les jardiniers qui essayent de jouer dès qu'il y a le soleil qui revient au mois de mars. Ça se pratique toujours. C'est vrai. Mais peut-être pas avec les mêmes instruments. Donc il y a eu la mise au point de la cloche et on peut voir les premières représentations. Alors, on a parlé de 1650, première mention écrite. 1654, c'est la première, découverte de la cloche en tant qu'instrument en verre pour couvrir. Mais on voit bien que ça ressemble plutôt à une bouteille renversée. En fait, on a découvert la propriété, puis après, comme beaucoup de choses, on a cherché à améliorer le procédé. Donc ça c'était possible pour cultiver 3 radis dessous, mais pour une salade c'était un peu léger. Donc on a élargi l'objet et on avait en Argonne les verriers qui étaient capables de le produire. Donc voilà. Ensuite, la cloche elle s'est un peu cherchée. Donc on a essayé différentes formes, différentes hauteurs, largeurs et aussi différentes techniques. Donc, dont les fameuses verrines, ce qu'on appelle les verrines, ce sont les cloches à facettes qui sont faites avec du verre plat. On était dans la production qui se développait de verre à vitre et du coup ça semblait facile d'utiliser ces petites plaques.
Et là, on est en Allemagne, alors je vois, hein, pour l'instant, on est en train de travailler sur... Oui. La représentation française, on n'a pas de traces dans les... Voilà. Mais on en a en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Voilà, et seulement en France à partir de 1700. Ce qui n'est pas très longtemps après, mais voilà. Et là, la première représentation française, si vous regardez ce dessin de cloche et la cloche qui est présentée ici, il n'y a pas eu d'évolution significative. Il y a déjà le bouton de préhension, la forme évasée, la forme dite campaniforme, la forme de cloche. Donc voilà, on en a eu des plus ou moins aplaties, des plus ou moins grandes. On a développé aussi la technique de les couvrir, parce que si on ne veut pas que sa salade elle soit cuite quand elle est sous la cloche, il faut prévoir des moyens de réduire l'ardeur du soleil. Donc ça a été soit en utilisant des paillassons, et aussi avec la crémaillère ou fourchette qui permet de soulever la cloche. Alors c'est un art. Il faut être quand même très présent. Voilà. Donc on a cette crémaillère que l'on voit là, une qui a servi. Hein, on peut voir les traces d'humidité dessus. Et donc on pouvait en mettre une ou trois. On pouvait soulever complètement la cloche. Donc ça permettait effectivement d'aérer tout en gardant une chaleur quand même. Voilà, alors là, on a des cloches un peu différentes les unes des autres aussi. Il y en a, ce qui paraît le plus évident, des avec bouton et sans bouton. Alors, qu'une cloche soit sans bouton, ça ne veut pas dire que ça a été cassé. Elles ont volontairement été faites sans bouton. Bon. Quand on est maraîcher et qu'on en a des milliers, si on veut les empiler, il faut les protéger les unes des autres, parce que sinon c'est comme quand on empile des verres, ils se collent ensemble et ça casse. Par contre, il faut pouvoir mettre une protection. Alors on mettait des petites cales de bois. Ça c'est une protection récente, hein, un système d'empilage assez récent, il date du XXe siècle. Et voilà, mais on ne sait pas, voilà, c'était sans doute plus artisanal parce que celui-ci est plutôt sophistiqué. Donc la cloche sans bouton, elle était produite et envoyée en nombre chez les maraîchers. Par contre, le particulier, quand on en a une dizaine, eh bien la poignée, le bouton de préhension est quand même appréciable. Donc voilà, on a ces boutons. Donc on pensait déjà clientèle, quoi, tout simplement. On produisait en masse et on faisait, voilà. Dès le début, la cloche, c'est un objet qui est compliqué à produire, qui est long, enfin voilà, qui représente quand même pas loin de 3,5 kg de verre. Donc il faut, voilà, si on veut, c'est pas à perte. Ouais. Il faut savoir aussi que pour produire du verre et façonner du verre, il faut monter à 1200 degrés. Donc ça nécessite des quantités considérables de bois. Ce qui explique d'ailleurs qu'on est venu en Argonne, qu'on en ait fait en Argonne. Mais ça, voilà, il faut rentabiliser l'opération. En plus, l'apprentissage est très long pour produire une cloche en verre. C'était souffleur de verre déjà ou comment ça se passait ? C'était des souffleurs de verre, oui. D'accord. Ah, oui. Beaucoup, ça se fait par soufflage, mais on pourra voir peut-être les outils aussi tout à l'heure. Et en fait, cette cloche... Donc là, on était plutôt sur les formes. Et il y en a des hautes et un peu plus étroites. Et il y en a des larges. La haute, elle a été commercialisée au 19e, au 20e sous le nom de cloche maraîchère. Ça dit bien son utilisation principale. Et l'autre, plus étalée, elle s'étale, c'est la bourgeoise. D'accord. C'est pourquoi il y avait plus de place dessous, on pouvait faire plus ou... On voit là, avec cette simili-salade, que il faut, si on a une belle romaine en dessous, il faut de la place un peu quand même, et pour faire bien cher. Alors on a le tarif des cloches, alors sans les prix, mais on voit qu'effectivement on a cette trace des années 1930 qui décrit effectivement les types de cloches. On a même leur dimension, ce qui est précieux pour comprendre que je remarque qu'il y a quand même 3 choix, donc je ne sais pas ce que c'était le troisième choix. Mais... 3 choix, c'est peut-être aussi
ce style de choses, il y a des impuretés dans le verre. Et qu'on acceptait de prendre... Alors ça, c'est des cloches qu'on a récupérées localement, et je pense que les locaux, voilà, bon, il y avait un peu de récupération sans doute. Alors Marie-Christine, preuve du succès de ces cloches, c'est que ça apparaît dans la presse et puis on en fait même de l'humour, hein, tout simplement. Tout à fait. Alors ce sont des dessins qui sont parus dans la presse dans les années 1920-1930. C'était aussi, alors avec des plaisanteries, bon, voilà, je fais mûrir mon panari sous cloche. Les vertus sont reconnues, mais on trouvait aussi les enfants sous cloche en carte postale. Excellent. On trouvait aussi les bons du chocolat. Voilà, Félix Potin. Nous l'avons un peu agrandi parce que l'image était petite. Voilà. On en trouvait également, mais on trouvait aussi dans les livres scolaires, les livres destinés au jardin pédagogique de l'école. Et ça, c'est date de la fin du 19e, où on décrit l'utilisation de la cloche. Elle était vraiment très présente dans l'environnement. Et jusque dans les années 1950, puisqu'on a là une affiche d'une dessinatrice assez renommée à l'époque, qui montre le jardinier au milieu de son jardin, avec bien sûr les enfants, puisque c'était à visée éducative. Alors, on trouve aussi la cloche dans des dessins de maintenant, notamment cet exemple dans le Schtroumpf noir de Peyo, où on voit cette mouche noire qui est sous la cloche et qui respire le pollen de tubéreuse. Et c'est très cocasse parce que la tubéreuse, en fait, était une des plantes qui a été acclimatée au XVIIIe siècle, qui a été acclimatée au XVIIIe siècle par sous cloche. Donc tout simplement, Peyo culture populaire, voilà. Peyo était sans doute très bien documenté. Voilà, exactement. Marie-Christine, on va continuer. Alors on a parlé jardin, mais on va parler aussi, et encore une fois, j'ai eu la chance de visiter avec vous avant de tourner. La cloche, c'est beaucoup d'autres choses et ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde, hein, j'imagine. Bien. La cloche, c'est ce qui permet de clocher. On a parlé effectivement de sa forme musicale, mais il y a eu au XVIIIe siècle l'invention par Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre, de l'harmonica. En fait, des cloches en verre réparties sur une tige et on joue avec les doigts mouillés. Voilà, et ça tenait compte aussi, avec d'autres instruments, du son du verre, n'est-ce pas? Son cristallin. Et on peut aussi obtenir ces sonorités, ce que chacun a dû faire au moins une fois dans sa vie, avec son doigt mouillé sur le bord d'un verre. Voilà. On trouve des cloches dans des instruments physiques, d'expérience de physique. Et voilà. On n'y pense pas, mais c'est vrai, on les a vus tous. Oui, mais oui. Quelques souvenirs de collège pour certains. C'est pour ça que je dis ça. Mais on trouve aussi la cloche à fromage qui continue à être utilisée telle qu'elle. Voilà. Plus curieux, c'est en forme de cloche, bien que ce sont des ventouses. Ces ventouses qui étaient aussi fort utilisées au 19e ou au 20e. La boule à neige, on en a aussi trouvé. Voilà, elle sert à clocher. C'est venu en même temps, c'était en parallèle, tous ces marchés. Alors je reviens au jardin et choses comme ça, mais ces cloches-là étaient proposées en même temps à l'époque ou... Ces cloches-là, non, je pense que c'est les ventouses, ça je pense que c'est apparu très tôt. Les cloches à fromage, au 18e apparemment il y en avait. Les boules à neige, alors ça, c'est une invention beaucoup plus récente. D'accord. Mais fin du 19e. Alors juste au-dessus, ça devient carrément impressionnant. Alors là, le globe de mariée. Là, on cloche pour durer, puisque on cloche quelque chose qui est précieux, qui est sentimental, la couronne qui tenait son voile de mariée. Donc on en a trouvé, c'était en vogue au 19e siècle jusqu'au 1914 à peu près. Ça veut dire quoi? On se mariait, on gardait ça en souvenir? On gardait sa couronne, il y avait des petites couronnes de fleurs d'oranger. Et voilà, et on les mettait sous cloche, mais on n'a pas mis, il y a aussi les pendules qui étaient avec le même type de globe. Et on verra voir aussi des fleurs séchées, enfin bon, il y a eu, mais bon, là c'était vraiment lié à quelque chose de précieux. Et encore une fois, je le dis, on n'y pensait jamais, mais la finesse du verre, c'est impressionnant, hein, le mouvement, la cloche est vraiment très belle en soi, quoi. Et là, on va jeter un petit
petit œil rapide sur les innovations de la cloche. En fait, si au début c'est artisanal, ensuite il y a eu la propriété industrielle et il y a eu des innovations apportées. Et on voit là un curieux dessin de cloche d'un verrier argonnais qui a imaginé une aération vers le haut avec des petites tiges métalliques qui soulèvent un couvercle métallique. Une façon d'essayer d'échapper à la manutention qui était quand même une contrainte terrible. Et c'est donc Léopold de Grandrue de la verrerie de la Harazé. Alors on rentre dans la pièce suivante, si vous voulez bien, parce que là on va découvrir comment on fabriquait les cloches, tout simplement. Enfin, tout simplement, on dit comme ça, mais voilà, quoi. Bien. Pour fabriquer une cloche, il faut être souffleur. Il faut être souffleur de verre, il faut être capable, effectivement, de prendre une masse de verre, de lui donner une forme, et ça suppose d'être capable d'une part d'avoir ce poids au bout, mais aussi la dextérité qui fait tourner l'objet suffisamment pour répartir la masse de verre sur l'ensemble de la forme. Sinon, la cloche, quand elle refroidit, elle éclate. Donc on avait à ces époques reculées des cannes très très lourdes. C'était des cannes, ce ne sont pas les cannes de maintenant, mais ce sont des cannes qui pèsent elles-mêmes plusieurs kilos. Donc c'est vrai que c'était pas rien. Et les verreries, donc on a deux maquettes de verreries, l'une forestière du Moyen-Âge, voilà, et qui montre effectivement comment étaient un peu structurés les fours de verrier. L'autre correspondait déjà à une structure plus élaborée avec une charpente en bois et utilisant la gaise, le matériau naturel. Marie-Christine, on parle des choses du passé, mais attention, on est aussi dans le moderne. Parlez-nous, parce que là, ça ne donne pas, évidemment, avec la vidéo, je ne peux pas rendre l'effet qu'on est en train de découvrir quand on est physiquement devant l'écran, mais c'est moderne aussi, ici. On voulait quelque chose qui soit vivant. Alors, ce qui fait qu'on s'est lancé dans la production de vidéos depuis quasiment le début, donc qu'on a fait autour de différents thèmes d'expo. Et on a, depuis cette année, fait l'acquisition d'un téléviseur un peu révolutionnaire, je dirais, qui permet de voir en 3D sans lunettes. C'est assez bluffant, comme vous disiez. Voilà, et pour ce métier, en plus, ça rend bien, quoi, parce que le mouvement, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la tige et tout ça, mais en 3D, tout de suite, c'est super, quoi. Tout à fait, c'est vraiment un plus, et ça permettra de découvrir aussi des éléments, des objets de grande valeur ou qui sont trop fragiles pour être déplacés, qui sont dans d'autres musées et qui acceptent qu'on filme en 3D avec, là aussi, un procédé qu'on a inventé, un procédé de tournage qui a été inventé avec l'association Ars Mathematica, qu'on arrive donc à filmer des objets et à les montrer de façon extrêmement impressionnante, je dirais. Alors c'est vrai que si les verreries sont implantées en argonne, c'est qu'il y avait du matériau sur place. Alors pour faire du verre, il faut d'abord du sable en quantité. Seul problème, c'est qu'il faut le faire fondre à une température extrêmement élevée. 1600 degrés s'il n'y a que le sable tout seul. Donc ça pose un sérieux problème. Donc on inclut ce qu'on appelle des fondants, et des fondants qui sont issus d'oxydes, en fait, qui peuvent être des cendres de végétaux, et des végétaux qui pouvaient être des végétaux marins, ce qui donnait un verre de couleur bleutée, le verre sodique, ou des végétaux dans l'Est et ailleurs, à partir du Moyen-Âge, de couleur verte, vert fougère, on a dit. Alors apparemment, c'était des cendres de fougère, mais en fait, c'est un peu abusif. Pour faire un verre comme ça, il faudrait des tonnes et des tonnes de fougère. On utilisait sans doute les cendres du four lui-même, puisqu'on brûlait des milliers d'austères de bois chaque année. Et on utilisait aussi les cendres qu'on récupérait dans les familles. Ah oui. Il y avait une récupération des cendres. Les cendres étaient considérées comme une matière première. D'accord.
Ça a employé combien de personnes? Parce que ça devait être impressionnant dans le coin. Il devait y avoir des tas de verreries. Enfin, je ne sais pas comment ça... Ça dépend de l'époque. Ça D'accord. dépend de l'époque. Les verreries forestières, c'était un gentilhomme verrier qui tenait sa place. Ils étaient une douzaine autour. Enfin, ça dépendait du nombre d'ouvreaux, les ouvertures des fours. Donc, voilà, on est sur des choses. Ensuite, à des verreries. Fin 18e, celle qui s'est ouverte à la sortie des Ilettes, à la Vignette, la verrerie de Bièvre, employait 200 ouvriers, enfin 200 personnes. Mais il y avait effectivement les souffleurs, les maîtres verriers, les gentilshommes, mais il y avait autour tous les aides, les gamins, les grands gamins, voilà, toute une hiérarchie verrière. Et aussi, il fallait amener le bois, il fallait charroyer les matériaux, il fallait également livrer. Il devait y avoir une circulation folle à chaque fois. Voilà une maison de gentilhomme verrier de la période Renaissance. Maison de verrier, mais qu'on appelle maison Florion. Ça correspond à la période post-révolution où les bourgeois ont repris le contrôle des verreries. Mais la noblesse est revenue ensuite. Marie-Christine, on va en profiter parce qu'il faut bien signaler que ce sont des bénévoles qui s'occupent de ce musée. Oui. Je vous laisse nous en dire un mot, tout simplement. Bien, comme souvent, dans des régions pas trop peuplées ou qui ont des difficultés, il y a une mobilisation des populations et des personnes localement pour faire vivre leur patrimoine et faire vivre leur richesse locale. Et donc, on a bénéficié des travaux de François Janin, qui a créé, qui était chercheur, lui aussi autodidacte, bénévole, puisqu'il a travaillé en usine, et voilà, c'était pas... mais qui a approfondi le sujet des verreries argonnaises de telle façon qu'il a été reconnu comme un spécialiste. Et il voulait créer un musée aux Ilettes, en Argonne, pour être plus précis. Mais bon, les Ilettes où il habitait étaient sa terre d'élection. Et il a donc fait en sorte de susciter aussi le désir de la commune qui a mis à disposition des locaux dans lesquels nous sommes. Voilà, la mairie met à disposition ces locaux d'exposition. Comme ça, on ne perd pas un savoir-faire aussi, il faut savoir, voilà. Et surtout, la verrerie ayant fermé, la verrerie des Ilettes, dont on voit aussi les productions ici, voilà. Cette verrerie, elle a fermé en 1937. Ensuite, il y a eu la guerre, des événements très durs avec la mort de membres de la famille du Grand Rue qui tenaient la verrerie. Donc, on a eu cette perte de savoir-faire, mais de mémoire. Et je pense que la moitié des habitants ici ne savaient pas qu'il y avait une verrerie. Marie-Christine, déjà je tiens à vous dire, c'était un plaisir de vous rencontrer parce que merci pour toutes ces explications. Question classique pour terminer, les horaires, comment on se renseigne, un site internet, un numéro de téléphone? Alors, on a un site internet, bien sûr, le musée vert-argonne.org. Mais bon, on tape vers Argonne et on sort et on accède. On est ouvert toute l'année, mais selon des modalités différentes. Toute l'année sur rendez-vous, mais avec de mai à septembre une ouverture programmée, de 8 mai au 30 septembre, tous les dimanches, toute la journée, 10, 12, 14, 18. Les samedis de juillet et août, voilà, et à la demande pour les groupes de scolaires, les centres de loisirs, qui veut se mettre à quelques-uns dans une voiture et puis venir découvrir. Voilà, et vraiment c'est encore un patrimoine comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, on pense souvent à la Première Guerre mondiale dans ces régions, mais il y a des tas d'autres choses à découvrir aussi. Mais il y a des tas d'autres choses, il y a eu des usines à feu, on le disait tout à l'heure, il y a eu des verreries, mais il y a eu des faïenceries. Voilà. Donc il y a aussi un musée de la faïence à Rarécourt. Il y a aussi d'autres musées, le musée à Sainte-Menou, Varennes. En fait, dans un espace relativement réduit, il y a pas mal de choses à découvrir. Et puis pour ceux qui souhaitent faire du tourisme mémorial, il y a aussi de quoi faire.